Donc, merci à tous là, de venir sur cette scène là, pour échanger sur les questions scale-up. J'ai le plaisir d'accueillir trois cofondateurs et CEO ou partners de trois belles scale-up. Adina Grigoriou pour Active Asset Allocation, qui est dans le domaine de l'épargne, des robots advisors, enfin, va nous expliquer tout ce qu'elle fait. Xavier Gomez pour Invio, qui est une société aussi autour de l'intelligence économique. Il va nous expliquer un petit peu comment il gère tous les sujets de data, d'IA, d'innovation. Et Benoît Gruet, qui est dans la data et les paiements, le cashback. Donc là aussi, c'est un point qui vous réunit tous les trois. Donc la question aujourd'hui de cette table ronde, cette première table ronde Scale-up, c'est la gestion de l'innovation. Comment doit-on gérer l'innovation en tant que scale-up? On a déjà démarré une phase d'amorçage, on a déjà levé des fonds, on a déjà un premier modèle. Et comment finalement continuer à avancer, à se diversifier? Comment on gère l'innovation au plan technologique, au plan social, sociétal, sur les différentes dimensions, au plan RH? Donc c'est tout ça qu'on va essayer d'explorer ce matin avec Adina, Xavier et Benoît. Peut-être, je propose honneur aux femmes et Adina. Ah non, on ne va pas commencer comme ça. si, déjà, on essaie d'avoir la parité. Voilà. Et donc, peut-être que chacun va nous présenter rapidement son entreprise, son business model. Et puis après, on ira un peu plus dans les éléments d'innovation. On rebondira sur ces sujets-là. Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux. Active Asset Allocation, c'est à la base une société d'ingénierie financière. On faisait des algorithmes d'investissement pour des institutions. Et ça, c'était il y a 12 ans. Donc, la raison pour laquelle on a survécu, c'est aussi parce qu'on a innové, et notamment parce qu'on a pris toute cette vague du digital et qu'on a adapté notre business model aux besoins qui étaient ceux de nos clients. Et donc aujourd'hui, ce qui fait de nous peut-être une future licorne, qui sait, c'est la plateforme, c'est la place de marché de l'épargne que nous venons de lancer, qui est une plateforme technologique qui permet de mettre donc, au même endroit, on va dire, dans le cloud, des acteurs très différents, c'est-à-dire les sociétés de gestion, les compagnies d'assurance et les réseaux de distribution. Donc là, c'est un vaste programme qui a demandé beaucoup d'huile de coude et beaucoup de travail dans l'innovation technologique. Et ça nous a demandé de tout casser, de tout refaire. C'est à la fois de l'innovation pour vous-même, mais aussi avec l'écosystème. Et donc, intéressant de voir qu'il y a cette collaboration avec les acteurs traditionnels pour les aider aussi à se transformer. Xavier, tu enchaînes et puis après on va venir un peu plus en détail dans les modèles d'innovation. Exactement. Bonjour à tous, Xavier Gomez, donc cofondateur et directeur général d'Invio. Invio est une société spécialiste de la data, société française, qui utilise des briques de machine learning pour augmenter les experts des métiers. Et on est parti d'un constat assez simple que la data serait le nouvel or noir du XXIe siècle. Vous avez pu le voir en lisant les journaux ces dernières années avec les différentes histoires qui sont faites auprès des grands acteurs des GAFA, les Google et les Facebook, qui faisaient de l'argent avec notre propre donnée sans qu'on en ait la pleine propriété et la jouissance, alors qu'on était tous créateurs de contenu. Et donc aujourd'hui, on aide les entreprises, en particulier financières, à devenir, je dirais, plus intelligents via cette donnée, en rendant ces différents experts, que sont les investisseurs, les consultants ou les entités innovation ou stratégiques, à prendre des décisions elles-mêmes aussi stratégiques via cette donnée et à être mieux informés de manière réel, je dirais, et pour éviter tout ce qui est fake news. Et notre business model est assez simple, c'est de la licence qu'on vend annuelle auprès de nos sociétés clientes. Et nous sommes présents partout en Europe et notamment avec une grosse filiale qui croît bien actuellement sur le marché espagnol, à Madrid.
Il va compléter par Benoît pour ce premier tour. Bonjour à tous. Un peu vexé qu'il y ait moins de monde que pour le ministre, mais ça, on va essayer d'assumer. Rapidement, donc, je suis Benoît Gruet, cofondateur de CDLK, créé en 2013, avec une idée qui était d'accompagner les banques sur des problématiques, cette fois-ci verticales, par rapport à mon voisin Xavier, la verticale des transactions de paiement cartes bancaires. Il y a un peu plus de 70 millions de cartes bancaires en France, si on prend le marché français. C'est le moyen privilégié des consommateurs qui a encore augmenter sa part de sa share of wallet, la part de marché des moyens de paiement durant la pandémie. Donc c'est vraiment le moyen incontournable. Et donc ça génère plusieurs milliards de transactions annuelles qui sont des données, à partir du moment où on est capable de les analyser et les enrichir d'une valeur inestimable. Encore faut-il pouvoir les transformer en cas d'usage. Et donc le plus gros cas d'usage sur lequel nous on s'est concentré sur ces premières années d'existence de notre FinTech est celui des programmes cashback. Donc aujourd'hui, pour à peu près 4,3 millions de porteurs de cartes, on propose des offres de cashback proposées par des commerçants. Et donc on est capable surtout de proposer ces solutions-là, clés en main, pour les banques qui souhaitent proposer un programme de fidélité à faible coût, voire avec génération de revenus. Ça dépend des modèles mis en place. Et puis surtout, ça permet aux commerçants d'avoir un nouveau canal pour pousser des offres de manière ciblée, puisqu'on est capable de partager des analyses, c'est une grosse partie d'ailleurs de la valeur ajoutée, hein. Ce n'est pas uniquement un canal promotionnel aveugle, c'est un canal promotionnel où on génère du trafic avec une possibilité ensuite, avant, pendant et après, de mesurer l'impact sur la population visée, clients gagnés, clients perdus, vis-à-vis de quelles enseignes, sur quelles zones. Voilà, donc il y a tout le pendant du programme de cashback, c'est également ce qu'on appelle, nous, le Business Insight et tout ce qui est rapport marchand, qui est un outil essentiel, mais qui peut être distingué totalement au sein de la banque pour notamment enrichir leurs relations avec les grands commerçants. Donc finalement, vous êtes sur 3 marchés différents, mais on sent qu'à la fois la maîtrise de la data, de l'IA et la tech, tout ça combiné, est quand même au cœur de votre différenciation, de vos propositions de valeur. Donc ça veut dire comment vous organisez en interne pour rester toujours à la pointe sur ces sujets de data et d'IA. Ça veut dire que les équipes sont en permanence en mode recherche, que vous collaborez avec des instituts, que vous regardez ce qui s'observe. Enfin, comment vous gérez ça en dynamique interne de collaborateurs ? Bon, je reprends la parole rapidement. Le parcours d'une FinTech, elle est nativement sur l'innovation, sinon elle n'existerait pas. Donc ça, on a un point commun. On a plutôt été du côté de l'océan bleu que l'océan rouge pour patauger dans un bain de sang et des concurrents hyper déterminés. Donc là, on a créé nos petits océans blancs avec une page blanche. Et c'est la beauté du modèle. Hein, c'est que on a mangé c'est dur de démarrer, de se lancer, mais une fois qu'on est parti, on innove. Et on innove, ne serait-ce que pour mettre en place la première solution. La difficulté dans le temps, assez rapidement, c'est qu'à un moment donné, il faut versionner, mais en même temps, il faut répondre aux attentes du marché, donc les nouvelles fonctionnalités. Et donc, il y a un arbitrage qui est de plus en plus compliqué, qui est de dire quelle est la part qu'on passe sur la maintenance prédictive et évolutive et sur l'innovation pure et dure. Mais voilà, on va dire qu'en tant que dirigeant, à un moment donné, il faut être capable aussi de recentrer sur les vraies fonctionnalités qui répondent à une problématique marché et surtout pas se faire emporter par des sujets, on va dire, techniques pour la technique. Là, on perd notre temps et ça n'a pas de réalité marché derrière. Donc oui, donc je retiens qu'il y a un sujet d'y aller par étapes, par escalier, de trouver ces use cases et de les stabiliser, de les vendre et ensuite passer au change d'après. Vous partagez ce point de vue, Xavier, Adina ? C'est sûr, je pense qu'une des erreurs que peuvent faire les jeunes pousses à un moment donné, c'est d'attendre d'avoir finalisé un produit avant de commencer à le vendre. Et je pense que ça, c'est ce qui fait planter beaucoup de boîtes.
parce que d'abord, tu peux te tromper de produit, c'est-à-dire que tu peux avoir ce que tu penses être une idée génialissime, et en fait, personne n'en veut. Donc attendre d'avoir trop développé, c'est peut-être une erreur. Mais après, effectivement, donc il faut trouver cet équilibre entre les deux. Précaire. Après, pour revenir sur ta question initiale qui était celle de comment on innove, est-ce qu'on a des partenariats avec la recherche, etc. Donc avant de créer 3A, moi j'ai fait un passage de 3 ans dans la recherche appliquée avec l'EDEC Risk Institute à Nice. Et après ça, j'ai voulu continuer des collaborations notamment avec l'université, etc. Et honnêtement, ça a été un grand échec. Donc, ce qu'on a oui, il faut le dire aussi. Hein. C'est bien. On a essayé. Hein. On a essayé. Bon, les choses ont évolué depuis, heureusement, mais il y avait une trop grande disparité entre l'attente d'une entreprise et l'attente du monde universitaire qui découvrait, en fait, contrairement aux États-Unis où les choses sont beaucoup plus fluides entre les universités et l'entreprise, qui découvrait un peu cette façon de faire. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fini par réussir à constituer une équipe et notamment à recruter quelqu'un qui était passé par le Centre de l'énergie atomique avec un doctorant en intelligence artificielle qui est d'ailleurs une femme. Donc, si vous cherchez des femmes dans la tech, il y en a chez moi. Et donc, elle nous a aidé à mettre de l'IA à peu près dans tous les algorithmes, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et elle continue à driver cette innovation-là. Xavier, ta lecture? Oui, moi de mon côté, concrètement, on s'est associé avec l'Institut Louis le Bachelier, parce qu'on avait un souci, comme société de data, d'avoir des experts de cette data scientists et notamment data ingénieurs. Et donc pour faire ce cursus et ce côté expertise, et ce qui nous a bien aidé en termes d'association. Et après, je dirais, de signer des accords avec les nouvelles formations qui ont été naissantes il y a 4 ou 5 ans, avec la Sorbonne, avec aussi HECX, qui commençait ces formations où ils permettaient à des niveaux master de coder en plus d'avoir une expertise métier. Et ça nous a bien aidé. Et d'ailleurs, ça a fait évoluer le master de la Sorbonne, qui était un master data, qu'ils ont transformé en master fintech, où grosso modo, ils font de la finance et du code. Parce que grosso modo, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui sortent souvent d'écoles pures d'ingénieurs savent coder, mais n'ont pas d'expertise métier, quelle que soit l'industrie. Et nous, comme on était financiers, on avait besoin de ce programme-là. Et donc, pour innover, justement, on avait ces deux pendants pour toujours rester à la proche des nouvelles innovations et de nouvelles technologies dans la data. Donc, avoir cet écosystème qui nous permet de ne pas nous reposer sur nos lauriers et d'être un peu secoué par les plus jeunes que nous, et à la fois aussi par nos clients, en allant voir l'ensemble des directions d'innovation et de prendre le besoin data avant de les faire devenir clients pour bien comprendre où on va. Donc c'est en ça sur lequel on a été un peu différenciant, et l'important c'était vraiment de rester dans la course et de ne pas se faire dépasser. Donc on était assez ouvert pour prendre des claques dans la figure, comme tu dis, éventuellement des échecs, mais ça nous permet de nous remettre en question sur les algos utilisés ou la technologie utilisée. Donc oui, une ouverture à l'open innovation, à la co-création avec les clients, enfin, pour faire maturer vos modèles. Exactement. Et le côté académique aussi, Adina en parlait, souvent on oublie, même si la France est décriée dans les médias, malheureusement, mais on a pratiquement 40 écoles d'ingénieurs et on va dire de tech maintenant. Et on est un gros pool de fournisseurs de tech en général au niveau européen et mondial de très bonne qualité, puisqu'on a des bases de mathématiques assez fortes et qui sont appréciées
de nos clients et de certaines sociétés anglo-saxonnes. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Et d'ailleurs, on pousse un certain nombre d'écoles à augmenter leur nombre d'élèves par année, parce que très clairement, aujourd'hui, quand vous voyez les différentes études, on est short de 1 million d'emplois sur toute l'Europe, Angleterre comprise, au niveau métier tech, et ça va être un vrai problème, et c'est un problème pour nous. Nous, membres de France FinTech, aujourd'hui, on en parle tout le temps en Assemblée Générale, c'est un vrai sujet. Quand on parle d'innovation, on imagine aussi les dépôts de brevets. Je ne sais pas si vous déposez des brevets ou si ça n'a aucun intérêt, finalement, parce que ça change vite. Quelle est votre approche là-dessus? Moi, j'ai déposé un brevet, mais il faut savoir qu'en France, en Europe, aux États-Unis, c'est impossible de déposer un brevet en finance. Donc, on y tenait absolument à ce brevet et nous l'avons déposé en Afrique du Sud. Pas de brevet parce que en fait sur nos métiers ça évolue en permanence et c'est très compliqué à breveter et si on dépose un brevet c'est pour être protégé. Bon voilà donc c'est pas un sujet. Alors nous on est un peu partagé pour répondre clairement à la question. On y a pensé mais on l'a toujours pas fait. À l'international, on est poussé par des organismes comme Business France et BPI qui nous accompagnent et qui financent notre recherche et développement, justement à déposer ce brevet. Mais je suis d'accord avec Benoît, concrètement d'un point de vue business aujourd'hui, de la manière dont ça fonctionne, on passe des lignes de code dans des communautés GitHub et ainsi de suite, et donc ça appartient plus ou moins à tout le monde. Donc c'est un peu compliqué. On ne voit pas véritablement l'intérêt de dépenser de l'argent au niveau légal pour le faire aujourd'hui. Demain peut-être, mais aujourd'hui pas trop. C'est d'ailleurs la meilleure façon de se faire copier. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un souci. Hein. Moi, j'ai eu des discussions avec mes doctorants chez moi et ils m'ont dit mais c'est la dernière chose des choses à faire, de ouvrir tout ça. Et puis j'ai presque envie de dire le seul intérêt sur lequel moi à un moment donné je me suis interrogé, c'est le côté marketing. Ça fait bien d'avoir un brevet dans la vitrine vis-à-vis des investisseurs et du marché. Mais la réalité derrière, c'est que ça prend du temps et il y a plus de contre que de pour. Et peut-être juste, ça peut servir dans le tout début d'une entreprise quand elle n'a pas de clients, quand elle n'a pas de marché, etc. Donc là, ça peut avoir un intérêt marketing. Mais clairement, une fois que tu es dans la place... Et je rajouterai une autre chose. Là où tu as raison, Adina, c'est quand il y a l'intérêt marketing, mais aussi, comme on est des boîtes de tech, on n'a pas d'actifs tangibles. Ça peut être un actif intangible. Maintenant, comme tout prix, il faut voir ce que ça vaut entre 0 et plus quelque chose. Mais ça peut être un tout début pour donner un semblant de valorisation à la société, en tout cas. D'accord, donc plutôt focus sur le développement, le marché, les clients, votre produit, plutôt que de passer du temps, voilà, il faut gérer son énergie. En termes d'innovation sociale ou RH, est-ce que vous considérez ça aussi comme une de vos missions au sein de vos fintech? Très clairement, on a un rôle dans la cité. Souvent, la tech est mal vue, puisque dans les médias, on met souvent en avant des sociétés américaines avec leur comportement. Aujourd'hui, on doit démocratiser pas mal de choses, notamment avoir plus de femmes dans la tech, comme il a été dit précédemment par le ministre. Aussi notre impact sur l'environnement. D'un point de vue RH, c'est vrai que c'est compliqué, mais nous, on a fait une action dont on est assez fiers. On a mixé nos équipes d'un point de vue, je dirais pas diplôme, mais d'environnement d'où ils venaient. On a pris une jeune femme qui était complètement en changement professionnel. Elle était à la base esthéticienne au Pôle emploi. Et donc, elle a complètement changé de voie grâce au Pôle emploi. Et notamment, elle a appris à coder. Elle est partie apprendre l'anglais fille au père auprès d'une famille d'un manager de Microsoft. Elle est revenue. Elle ne trouvait pas de job dans son cœur de métier, donc l'esthétique. Et elle a continué à apprendre, notamment sur YouTube. Et bizarrement, elle a souscrit à une de nos offres. On lui a fait passer des entretiens. Et si on avait pris la grille de lecture habituelle, qui est le premier critère, qui est le diplôme, ça ne serait pas passé. Et ce qui nous a plu, nous, c'est son parcours.
Et après, on lui a simplement fait passer des tests, ce qui est la valeur reine aujourd'hui. Et elle les a passés avec un grand succès. Et pour vous la faire courte, grosso modo, on l'a engagée et aujourd'hui, on est très content et c'est notre lead front développeur. Et tous les chemins mènent à Rome, mais c'est elle, avec son côté même esthétique, qui nous fait des fronts avec des couleurs qui sont top et qui plaisent aux clients, en plus du côté coding. Donc c'est pas évident, mais souvent il faut savoir prendre ce type de risque ad hoc, et dans la tech c'est possible. Et Benoît, Dina, vous avez aussi ce genre de réflexion? Alors, à la taille de nos sociétés, je ne connais pas la taille de la société de Xavier, mais voilà, donc on est des petites équipes, donc on gère ça au quotidien de manière très humaine. On a plus des problématiques liées au fait qu'on travaille quasiment à 100% à distance. J'ai réduit mes bureaux. La pandémie a mis un coup final à la quelque présence des développeurs sur nos bureaux, c'est terminé. Donc j'ai plus des problématiques maintenant pour continuer à créer du lien au sein des équipes. Réduire les bureaux, c'est ce qu'on a décidé, quitter le centre de Paris pour des bureaux plus modestes et qui sont peu ou pas fréquentés. Et puis en échange de ça, on réinvestit dans ce qu'on appelle les team building pour passer des moments un peu privilégiés, faire le point, pas ne parler que de business. Puis il y a tous les outils. Mais j'ai envie de dire, sur un marché sur lequel on est quand même très à l'écoute de nos collaborateurs pour éviter du turnover, pour éviter qu'ils partent, pour recruter les meilleurs. Donc il n'y a pas de politique de ressources humaines, c'est juste du bon sens d'entrepreneurs pour faire en sorte qu'on aille dans la même direction et qu'ils aient un intérêt, pas uniquement de salaire. Moi, je ne peux pas lutter avec les grands groupes. Par contre, je peux lutter sur une dimension intérêt du travail, une dimension humaine, même si à distance. Et puis également, voilà. Moi j'ai mis en place, j'avais pas de RTT, bon la pression a été forte, j'ai mis en place des jours d'absence autorisés, rémunérés, parce que sinon je me faisais sortir du marché. Bon, mais on est pragmatique. Alors, moi, je vais pas répéter. Bien sûr, on a des histoires comme celle de Xavier, où on a récupéré des personnes exceptionnelles au Pôle emploi qui traînaient là depuis 2 ans sans perspective réelle, et on les a intégrées avec un succès incroyable. On a intégré aussi une personne qui a des troubles autistiques et ça se passe merveilleusement bien. Et c'est vrai que dans les changements qui ont eu lieu grâce à cause du Covid, c'est le fait d'avoir vu les gens travailler à distance pendant 18 mois et de les voir impliqués, se donner à fond, sans profiter du système, etc. Eh bien, ça, personnellement, moi, ça m'a débloqué la confiance, on va dire. Et aujourd'hui, je sais que les gens sont à fond, qu'ils soient au bureau ou ailleurs. Et le fait de leur donner cette liberté de s'organiser, notamment leur temps, comme s'ils doivent aller chercher un enfant, s'ils doivent le ramener au bureau parce que la crèche est fermée, j'en sais rien, eh ben, ils le font. Et en fait, ça se fait dans une intelligence collective qui nous amène vers une ambiance, vers quelque chose d'assez incroyable au sein de la boîte. Donc, le temps passe. Alors, dernière question, c'est la co-innovation. C'est-à-dire, est-ce que vous co-innovez avec d'autres partenaires tech ou fintech, ou vous parliez de ces réseaux d'échange de communautés de développeurs? Aujourd'hui, c'est ultra nécessaire pour accélérer les développements. Comment vous gérez tout cela? Alors, pour notre part, on co-crée beaucoup avec nos clients. Et d'ailleurs, la place de marché de l'épargne qu'on vient de lancer est en fait est une idée qui nous est venue d'un des clients qui est venu nous voir en disant je suis grande société de gestion, j'ai beaucoup d'actifs, mais j'ai un vrai problème sur la gestion pilotée, donc dans l'assurance vie. Je n'ai pas de système de PMS, de Portfolio Management System, pour gérer ça. Et est-ce que vous pouvez m'aider ? Et donc, de manière très humble, je lui ai dit, moi j'ai ça parce que j'ai plus de 50 portefeuilles à suivre avec une équipe quand même assez restreinte et que je suis sur ce marché en particulier. Et donc, je vous montre ce que j'ai fait. Et ils m'ont dit, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait imaginé. Et donc, c'est parti de ça. On a ouvert du coup ce système qui était fait pour nous à la base, on l'a ouvert à l'ensemble du marché et on s'est rendu compte qu'on est tombé dans une portion d'océan bleu
Et donc, merci à ce client qui se reconnaîtra, qui est une très très belle boîte et qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Je rebondis sur la notion de co-création. Il y a parfois derrière ce terme une appropriation des produits avec une carte partagée qui peut poser quelques problèmes. Je dirais que par rapport à tout ce que tu viens de dire, moi je suis d'accord qu'il faut écouter le marché et notamment nos clients, notamment dans le B2B avec un gros B chez les clients. Il faut écouter le marché et se dire à chaque fois qu'il y a une idée, il y a une expression de besoin. Est-ce que c'est une expression de besoin qui est spécifique au client ou est-ce que c'est une expression de besoin qui peut être réplicable à d'autres clients? C'est le premier filtre. Et après, la co-création, j'ai envie de dire, bon, on ne va pas révolutionner, on est comme tout opérateur sur un marché, on écoute le marché, il se trouve qu'on écoute nos clients, et ce n'est pas parce qu'on écoute notre client que derrière c'est la co-création. Ça nous permet de bien définir une expression de besoin et voir ensuite de prendre le risque, puisqu'on prend un risque d'investir du temps, de l'innovation pour répondre à ce besoin. Est-ce que ça fait un produit ou est-ce que c'est dû à façon? Et cette frontière dans nos métiers est extrêmement délicate parce qu'on peut vite basculer dans ce monde où on va répondre à des produits dans tous les sens et on devient... Mais là, il y a des consultants qui font ça. C'est un autre métier. Donc c'est vraiment là, il faut de la rigueur et de la compréhension de ce que peut être une expression de besoin en produit ou uniquement un cas spécifique. Tu as tout à fait raison. Xavier? Moi, justement, le côté co-création, je l'ai appris aux États-Unis en reprenant mes études au MIT à Boston. Le concept de cooptition. Alors, c'est là où j'ai pris un petit coup de vieux, à savoir, il faut accepter d'être en compétition parfois sur certains segments avec votre client et effectivement en création sur d'autres segments avec le même client. Donc c'est vrai que dans votre tête, des fois, ça peut s'opposer, mais effectivement, on l'a lancé puisqu'on a pris conscience auprès de certains clients qu'ils avaient besoin. Comme vous le disiez tous les deux, on part du besoin par rapport à nos croyances pour valider effectivement le modèle ou le produit. Et je dirais le maître mot, c'est d'être suffisamment ouvert et mettre les choses au point pour pouvoir prendre ce type de risque. Et malgré tout, on apprend beaucoup en faisant parfois des erreurs, mais surtout en apprenant beaucoup de l'un de l'autre. Et donc, je pense que c'est un concept, moi en tout cas, qui m'a fait grandir, évoluer et aussi avancer la société. De ne pas avoir peur, effectivement, qu'on nous prenne l'idée ou quoi que ce soit. Merci à vous trois pour vos témoignages. On peut vous applaudir pour ce partage d'expérience.